Bonjour Isabelle Jobbasi. Bonjour Thibault. Vous êtes directrice des études économiques du Crédit Agricole et on va parler ensemble des risques d'éclatement d'une crise financière dans les prochains mois. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu partout dans les médias, on entend beaucoup parler d'une possible imminence de cette prochaine crise. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce probable ou alors est-ce qu'on est dans un buzz médiatique? Alors, selon moi, je n'achète pas en fait cette idée d'une crise imminente. J'ai vraiment l'impression, ce mouvement de correction, c'est plus une prise de conscience, une forme de retour à la réalité. Alors une réalité qui n'est pas très enthousiasmante, mais en tout cas qui met fin à un certain nombre d'illusions, des illusions qui sont perdues. Donc ce que les marchés actent aujourd'hui, eh bien on le sait, c'est la fin de l'hypercroissance chinoise avec son modèle de croissance aussi extraverti qu'insoutenable. Alors on sait que c'est plutôt bon pour la planète à long terme, le fait qu'on ait ce rééquilibrage de croissance. En même temps, c'est vrai qu'il y a des interrogations sur l'ampleur aujourd'hui du ralentissement. Les marchés ont également acté de la fin du miracle émergent. On sait que c'est un monde qui a construit sa prospérité récente sur justement cette idée d'une rente chinoise perpétuelle. Et avec le retournement du prix des matières premières, avec le reflux des capitaux privés, ce sont des économies qui sont aujourd'hui contraintes à des ajustements, et des ajustements, ma foi, qui peuvent être douloureux. Et puis enfin, de notre côté, chez nous, en fait, je crois que c'est d'admettre que l'impératif du désendettement, qui est né de la crise financière, agit comme un poison. Puisque ça pèse sur la croissance et ce qui rend en retour l'assainissement plus difficile et ce qui fait qu'on est condamné à une croissance molle sans inflation. Oui, donc en fait, on n'est pas vraiment dans une situation de crise qui éclaterait subitement. Là, c'est annoncé et justement, je reviens sur ce que vous étiez en train de dire, on est finalement dans des éléments qui commencent à être intégrés pour les marchés et c'est pour ça qu'on pourrait expliquer le fait qu'on n'ait pas de crack. Oui, on essaye. Même malgré les soubresauts. Oui. L'impression que j'en ai, c'est que ce marché est en train de se chercher justement un nouvel équilibre qui est beaucoup plus conforme à ce récit. Alors un récit qui n'est pas très enthousiasmant. On voit bien ce que nous dit la directrice générale du FMI. Elle nous parle de grande médiocrité. Donc ça veut dire qu'effectivement, ces marchés, quelque part, ils doivent s'ajuster à cette nouvelle donne et une donne effectivement qui font que les perspectives, que ce soit de profit, de placement, sont peut-être plus moroses que ce qu'ils avaient anticipé. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins des choses qu'on ne verrait pas vraiment, des risques cachés entre guillemets? On sait que le shadow banking par exemple prend beaucoup d'ampleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, alors c'est assez paradoxal, on sait qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de liquidités et en même temps, le fait qu'on ait cette abondance de liquidités porte en elle le germe d'un risque d'illiquidité sur les marchés. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a beaucoup de liquidités, mais cette liquidité, elle peut se déplacer très vite en fonction de l'arbitrage risque-rendement. Et on sait qu'il y a des marchés qui sont assez fragiles par rapport à ça. En particulier, le marché du haut rendement, qui peut être très sensible à une réappréciation très brutale du risque, dans un contexte où on peut considérer que les valorisations sont excessives. Et on sait qu'on a la question des compagnies pétrolières américaines, on a la question des dettes émergentes, et que probablement on peut avoir encore des mouvements correctifs sur ces marchés. Et je dirais par ailleurs, on a aussi probablement, alors là c'est peut-être mon jugement personnel, peut-être des inquiétudes sur ces produits financiers, les ETF. Les ETF. Voilà, les ETF, puisque ces ETF sont censés répliquer des indices, pour certains des indices très liquides, mais quelquefois, notamment quand ce sont des indices synthétiques, à partir de sous-jacents qui ne sont eux-mêmes pas très liquides, ils sont même plutôt illiquides. Et donc on donne cette impression ou cette illusion de la liquidité. On a vu quand on a eu des secousses de marché qu'on avait des problèmes de valorisation sur ces ETF. Sachant que ça n'a pas d'impact sur le secteur financier, finalement, qui porte le risque, c'est l'épargnant. J'aimerais qu'on parle un petit peu de politique monétaire. On a vu que la remontée des taux était amorcée aux États-Unis. Est-ce que c'est cela finalement qui suscite des craintes sur les marchés? Ils ont peur qu'on sorte du quantitative easing. Alors, c'est vrai que les deux carburants du marché, des marchés ces dernières années, c'est des taux bas et une liquidité abondante. Et effectivement, une des craintes du marché, c'est que l'environnement demain soit un petit peu moins favorable, notamment en raison de l'enclenchement de ce cycle de resserrement aux États-Unis. En même temps, il y a plein de raisons de croire que les taux vont rester bas, et ce pour longtemps.
Alors les raisons, on les connaît, hein. On a peu de croissance, pas d'inflation, donc il n'y a pas de raison qu'on ait on ne plus veut pas de... étouffer la croissance. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on ait plus, enfin des taux plus élevés. On a plutôt un excédent d'épargne au niveau mondial, et cet excédent d'épargne, il est à la recherche de sécurité et de liquidité. Et dans un environnement où l'univers des actifs sans risque a eu plutôt tendance à se réduire, on parle même de pénurie d'actifs sans risque, puisque vous savez, avec l'alchimie de la titrisation, eh bien, on a essayé de fabriquer l'illusion de la sécurité, mais ça a été balayé par la crise. On a quand même tous ces souverains de la périphérie aujourd'hui qui ont perdu ce statut d'actifs sans risque, compte tenu du fait que, voilà, on a laissé planer des doutes sur la solvabilité de ces États membres, alors même qu'ils faisaient face à une crise de liquidité. Autrement dit, la BCE n'a pas joué à ce moment-là son rôle de prêteur en dernier ressort. Et dans un environnement où non seulement donc on a cet univers qui se réduit, mais l'appétence ou la demande d'actifs sans risque, elle ne s'est pas tarie, puisque vous avez aussi des contraintes réglementaires, que ce soit pour la liquidité des banques, pour la gestion des fonds propres assurantiels, où on a en fait une incitation à détenir des actifs sans risque. Donc on se dit, tant que cet environnement ne change pas, les taux vont rester bas, et surtout tant que les banques centrales restent à la manœuvre, parce que ce sont aussi devenus des acheteurs en dernier ressort de ces actifs sans risque qui met un couvercle sur les taux. Mais cette situation de taux bas, elle peut aussi être porteuse de risque. Elle peut pousser les investisseurs à aller chercher du rendement vers des actifs moins sûrs, et il peut y avoir une explosion. Le risque peut finalement s'avérer perdant. Alors, bien évidemment, quand vous allez chercher de la rentabilité, il faut bien discriminer, il faut faire preuve de discernement avec un arbitrage entre risque et rendement. Et donc, ça va appeler les marchés probablement, effectivement, à avoir plus voilà, cet aspect discernement, discrimination dans un choix des possibles qui aujourd'hui est un petit peu plus compliqué. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Djobasi pour ces précisions. Merci. Merci.